Réalisatrice, journaliste et directrice de Franc-Tireur. La une de Franc-Tireur. Et ça va nous amener à notre sujet de ce soir. Jean-Luc Mélenchon avec à sa droite, croix devinée, Marine Tondelier, à sa gauche Olivier Faure, l'emprise. La gauche soumise aux insoumis, c'est reparti et enquête sur les universités d'été de LFI. Et c'est précisément ce qui sera votre propos ce soir. D'abord, vous m'avez dit en préambule, je n'aime pas les années présidentielles. Pourquoi ? J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça et je crois même que des journalistes politiques, et je ne suis pas journaliste politique, sont un peu angoissés par cette année-là, tout particulièrement. Moi, j'ai horreur des années présidentielles parce que c'est l'année de l'esprit partisan par définition, et c'est normal, c'est très normal en démocratie, mais par définition, du coup, on est tous poussés, selon nos réflexes, nos sensibilités, à être encore moins enclins que le reste de l'année ou que les autres années à penser en dehors de nos a priori, en dehors des cases. Et quand, comme éditorialiste, son plaisir est d'essayer de se dire est-ce qu'on peut essayer de regarder tous ensemble la même chose, quel que soit notre point de départ, pour se mettre au moins d'accord sur quelques faits et quelques constats, quelques diagnostics, on sait que l'année va être très longue, très dure, surtout évidemment au vu des sondages et des formations populistes si présentes déjà pour cette présidentielle. Alors vous pourriez me dire, mais vous dirigez un journal Franc-Tireur qui a pour spécialité de lutter contre les populistes, les démagogues, les yakafaucons, donc ça devrait être super. C'est un point de vue, c'est un engagement justement. Oui, mais même si on doute pas qu'on aura de la matière. On a presque peur d'avoir trop de matière à décrypter, à décortiquer, à démasquer. Et c'est d'ailleurs la course dans laquelle on est tous englués. C'est-à-dire que les années présidentielles, c'est une explosion de démagogie. Là, le temps vous a fallu à tous pour courir après cette déclaration quand même complètement délirante sur la dette, c'est du temps perdu pour avoir des débats sérieux sur des alternatives réellement possibles. Oui, mais il fallait expliquer pourquoi. Non, mais c'est bien, c'est l'occasion effectivement de comprendre des mécanismes qui nous échappent forcément à nous qui ne sommes pas aussi familiers que vous de ces matières-là. Alors, vous êtes agacé pour cette première intervention, Caroline. Vous êtes agacé par le traitement que vous jugez superficiel et peut-être un peu oublieux, en particulier des universités d'été de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Alors ça change un peu depuis ce matin parce qu'il y a des éditorialistes qui sont rentrés de vacances et qui prennent leur courage à deux mains et qui vont gratter derrière la surface. Mais sincèrement, on a passé un week-end à écouter des informations sur ces universités d'été. On avait l'impression d'assister à une surprise partie. Tout était beau, tout était merveilleux, tout était bien organisé, les gens étaient contents, les gens dansaient, tout le monde souriait, c'était formidable. Alors les gens étaient peut-être contents et c'était peut-être bien organisé. Alors c'est une part de la vérité. Effectivement, c'était bien organisé et les gens qui se sont rendus aux universités d'été étaient sans doute très heureux d'être là et on fait la fête. On a même quelques images, je crois, de danse qui nous rappellent pour les fins connaisseurs. On avait eu le déhanché Sébastien Dologu et Louis Boyard, qui est quand même assez un grand classique. Là, on a eu le déhanché Elma Dufour et de quelques autres. Ça a beaucoup dansé aux universités d'été. C'est formidable, c'est bien organisé, c'est une réussite militante. Jean-Luc Mélenchon sait faire de la politique. C'est une machine de guerre en campagne électorale. On a raison de le souligner puisque c'est vrai. Maintenant, il faut quand même rappeler un peu aussi au service de quelles idées cette machine de guerre et cette organisation si bien huilée grâce à un parti qui n'en est pas un, tellement verrouillé, avec si peu de démocratie interne, vers où elle marche cette machine de guerre. Vous dites quand on gratte un peu, on voit une autre réalité, y compris ces tout derniers jours. Laquelle ? Oui, parce qu'on nous dit, mais Jean-Luc Mélenchon, vous allez le voir en campagne, il va être doux comme un chaton, c'est le de ses papilles, et vraiment, il donne des interviews à TF1, il est tout doux, il est tout gentil, il s'énerve pas, même pendant son discours, il s'est pas énervé, tout le monde est... C'est un peu comme quand on disait de Marine Le Pen, c'est formidable, elle a pas dit de propos négationnistes, elle est ultra moderne, ça n'a rien à voir avec son père. J'ai l'impression de revivre le même relativisme. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas menacé quelqu'un directement, ne s'est pas énervé, et encore, il a quand même laissé percer quelques petites phrases qui sont là, mais en réalité, dans les coulisses, pas tellement dans les coulisses d'ailleurs, dans les tables rondes, les invités de ces universités d'été, les propos qui ont été tenus à ces universités dissimulent un projet qui est dangereux pour la démocratie, dangereux pour la République, d'une violence extrême. Alors, extrême. à quel propos faites-vous allusion ? On va commencer d'un mot par Jean-Luc Mélenchon, lui-même dans son discours censé être si lisse, si poli, de campagne électorale, il n'a pas pu s'empêcher de mettre une couche sur les génocides de Gaza, mais non seulement ça, il n'a pas pu s'empêcher de rendre la France responsable de crimes
qui relève, si on y croit vraiment, si on pense vraiment que c'est le bon qualificatif, mais de la Cour pénale internationale, dans un pays qui sort d'années d'attentats, avec des gens qui peuvent tuer pour ces causes-là, à Toulouse, en l'occurrence, et pas qu'à Toulouse, des gens sont morts à cause de l'instrumentalisation de la cause palestinienne, Jean-Luc Mélenchon, tout chaton qu'il est dans cette période actuelle, nous a quand même dit ça. En Europe, le refus de sanctionner le génocide à Gaza a enfermé notre pays dans la complicité avec les crimes israéliens. Quel dégoût! Il n'était pas si calme que ça quand même, parce que dire que la France est responsable des crimes que l'on attribue, complice, quand même, oui. Mais la France, elle a été en tête des pays visés par les terroristes islamistes et les amis du Hamas dans d'autres versions, d'autres émanations des frères musulmans, parce qu'elle était considérée soit complice de l'affaire des caricatures, soit complice des Juifs, soit complice des Israéliens. Donc, et il le sait, Jean-Luc Mélenchon, il était aux obsèques de Charb. Donc il le sait tout ça. Et il prend pas de précautions. Il joue avec le feu, il craque des allumettes, sans aucune honte, pour une campagne électorale. Mais il y a eu pire que ça, il y a eu une table ronde sur laquelle il faut qu'on s'arrête 5 minutes, parce qu'il s'est tenu des propos. Et on est habitué, parce que les provocations sont quand même... ça fait maintenant quelques années que les Insoumis ont mis la barre très 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 haute en termes d'irresponsabilité incendiaire. Mais il ne faut pas s'habituer. Et il ne faut pas s'habituer en période électorale parce que ça finit par mener jusqu'à des situations où on ne peut pas revenir en arrière. Donc je voudrais qu'on s'arrête sur cette table ronde où, si vous voulez, la maîtresse de cérémonie, celle qui posait les questions et qui était au fond là pour animer, je n'ose pas l'appeler un débat quand vous allez voir les invités, les questions et les réponses, c'était Rima Assad et son ami Salah Hamouri. Et je vous laisse découvrir la question et la réponse, et ensuite on présente un peu Salah Hamouri. Rima Assad, je crois qu'on la connaît déjà. Comment agir contre les lobbies pro-sionistes en France et en Europe? Peut-on dire que le CRIF est l'équivalent de l'AIPAC aux États-Unis? Et quelles sont leurs places dans l'ingérence israélienne dans la campagne présidentielle qui arrive, qui est déjà entamée? Beaucoup des riches ici qui font partie du CRIF et d'autres organes sont aussi fait partie des gens qui ont l'influence sur les médias françaises. Alors je pense que vous avez le décodeur comme moi si vous avez un petit peu de culture, parce que c'est vraiment des mots qu'on a déjà entendus souvent dans l'histoire de France. Donc on ne dit plus le lobby juif contrôle les médias, on dit le lobby pro-sioniste contrôle les médias. Et on le fait dire par qui? À qui Rima Hassan, déjà en soi Rima Hassan, à qui elle pose la question? À Salah Hamouri, ce charmant garçon qui est devenu la coqueluche de la gauche, LFI et écologiste, je le précise, parce que Marine Tondelier l'embrasse comme du bon pain aussi quand elle le croise en manifestation. Salah Hamouri est un militant du FPLP, Front Populaire pour la Libération de la Palestine. C'est une organisation qui a recours à des méthodes terroristes. C'est l'organisation, je ne sais pas si on va voir les images parce qu'on a choisi sur cette chaîne de ne pas les passer, mais si vous avez dans la tête... Et je l'ai encore en tête personnellement, les images de quand le Hamas a rendu les cercueils de la famille Bibas, famille qui l'a massacrée. À côté des terroristes du Hamas, vous savez, que les petits bandeaux verts qui revendiquaient ces massacres, il y avait les terroristes du FPLP avec leurs propres bandeaux, puisque le FPLP, c'est une organisation d'extrême gauche qui est alliée du Hamas. Elle est d'extrême gauche mais pro-islamiste et alliée au Hamas, et donc elle décide que la méthode terroriste, le massacre d'enfants, le viol, font partie des armes légitimes de ce qu'ils considèrent être une résistance légitime. Et on va en venir à la deuxième question que se pose Rima Hassan, non pas son voisin, donc cette fois de droite, Salah Hamouri, mais sa voisine de gauche. Est-ce qu'il ne faudrait pas abroger les lois contre le terrorisme? Ça tombe bien, elle avait les bons invités pour ça. Je vous laisse découvrir la question et la réponse qui vaut son pesant d'or. Faut-il abroger l'infraction d'apologie du terrorisme? Quel autre dispositif légaux faut-il abroger? Tu veux commencer? Allez, vas-y. Faut-il abroger l'apologie du terrorisme? Bah oui, faut l'abroger. Il faut l'abroger, ça c'est important. Mais il faut l'abroger chez nous aussi. C'est-à-dire que ce qu'on voit, en fait, le problème avec ces infractions d'apologie du terrorisme, tout ce qui est en lien avec le terrorisme, en fait, ce concept de terrorisme, c'est du poison, en fait.
Montage Claudia Oliveira, comme tout ce qu'on découvre comme extrait sonore. Alors c'est vrai que cette loi, certains l'ont critiquée en disant son périmètre est trop large, c'est pas assez tenu. Oui, mais là, on est bien au-delà de ça, David. C'est-à-dire qu'on a quand même Rima Hassan qui se fait juge pour critiquer une loi. On sait très bien qu'elle est concernée par cette loi parce qu'effectivement, elle a plusieurs plaintes pour apologie du terrorisme contre elle. La preuve que le périmètre de cette loi n'est pas si mal défini, c'est que Rima Hassan a gagné beaucoup de ces plaintes. Et n'a pas été inculpée parce que justement les tribunaux de la République française sont assez bien fichus pour savoir distinguer ce qui relève de la liberté d'expression, y compris de propos virulents pour soutenir la cause palestinienne, d'apologie du terrorisme. Elle est plus embêtée par son dernier tweet qui faisait l'apologie claire d'un terroriste, justement de cette extrême gauche palestinienne qui a fini par prendre une Kalachnikov pour tuer des gens dans un aéroport. Et là, elle aura peut-être des contrats à rendre, parce que là, on est au-delà de la liberté d'expression. En tout cas, c'est peut-être ce que la justice estimera. Donc évidemment, je comprends bien qu'une députée cherche à faire abroger une loi qui la met dans l'embarras. Mais d'abord, ça raconte quelque chose du rapport à la démocratie et du rapport au pouvoir de LFI, comme on le disait tout à l'heure. La réponse de sa camarade, que je ne connais pas encore très bien, bah oui, parce que tout ce qui est nommer le terrorisme, en fait, le concept même de nommer le terrorisme, on est bien au-delà du débat sur la loi, là. C'est du poison. Bah moi, j'ai envie de répondre avec le même style, j'estime que ça mérite un petit débat, effectivement, et ça mérite pas de passer comme ça inaperçu. C'est gravissime pour une formation qui est si haut dans les sondages, qui fait rêver autant de jeunes, qui a une posture de rebelle, qui serait comme ça complètement bon enfant. Non, c'est pas bon enfant. Le fait de considérer que nommer le terrorisme dans un pays qui a perdu autant de gens, qui en a autant souffert, c'est du poison. Et d'ailleurs, c'est tellement pas bon enfant que 2 jours avant, le 20 août, il me semble, en tout cas pas loin de cette table ronde, parce que j'ose pas l'appeler débat, vous avez compris, LFI a diffusé un film d'apologie d'un terroriste, qui est Georges Ibrahim Abdallah, pareil, figure adorée de cette gauche radicale qui a décidé que le terrorisme, c'était un moyen de résistance. Ce film, l'affaire Abdallah, prend la défense, une fois de plus, de Georges Ibrahim Abdallah, qui sort d'une 40aine d'années de prison, de nos prisons, pour des faits graves de complicité, d'attentats contre 2 diplomates, un Américain, un Israélien, tués en 82. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on pourrait se dire, écoutez, en 82, c'est un chrétien maronite libanais, Georges Ibrahim Abdallah, il a été emporté par sa passion, il a participé à quelque chose qu'il regrette, mais pas du tout. Pas du tout. Georges Ibrahim Abdallah a été interviewé il y a encore quelques mois. Il a été interviewé sur un attentat qui, pareil, on n'est pas en 82, on est en mai 2025. C'était il y a 1 an, à Washington. Est-ce que vous vous souvenez ? Parce que pareil, il y a tellement d'attentats, on finit par les oublier. Mais est-ce que vous vous souvenez de cet attentat ? C'était une conférence des JC au musée juif de Washington, une conférence sur l'antisémitisme, le dialogue, la jeunesse, avec plein de jeunes juifs, et un militant, Rodriguez, un militant d'extrême gauche, David, de l'extrême gauche palestinienne, proche du FPLP, est venu au cri de Free Palestine tuer 2 personnes dans le dos en arborant un kéfier. Et quand on demande à monsieur Georges Ibrahim Abdallah ce qu'il pense de cet acte, il a du poids. Il aurait une forme de tutelle symbolique. Il pourrait dire à cette jeunesse qui tue il y a moins d'1 mois, ça ne sert à rien, arrêtez. C'est pas du tout ce qu'il a déclaré, celui que LFI encense, adule et montre comme modèle à la jeunesse. Il a déclaré, on va le découvrir, écoutez, parce qu'il se trouve que les 2 jeunes qu'il a tués dans le dos, on verra leur visage après, ils savaient pas du tout qui c'était à mon avis, il se trouve qu'ils travaillaient pour l'ambassade israélienne. Et Georges Ibrahim Abdallah nous dit, il se trouve qu'il a refroidi 2 agents israéliens, je trouve que c'est juste et nécessaire. Si ça, c'est pas de l'apologie du terrorisme, écoutez, franchement, c'est que la loi, elle est peut-être pas, au contraire, assez stricte. Et donc voilà la tonalité, voilà ce qu'on donne à ces milliers de jeunes qui sont venus faire la fête avec LFI, voilà ce que l'on banalise. Et moi, j'estime que, encore une fois, c'est suffisamment grave, en tout cas, ça devrait rester suffisamment grave à nos yeux dans ce pays pour ne pas passer comme ça dessus. Et évidemment que Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il fait quand il invite, quand il donne des cartes blanches, quand il met ça en valeur. Et que donc, ça doit interroger la gauche. Et vous vouliez attirer notre attention aussi, quand vous vous dites « ne soyons pas superficiels », vous trouvez qu'on est passé un peu vite sur des propos qu'on a entendus concernant la liberté de la presse, la liberté des journalistes. Oui, parce que pareil, on sort d'une séquence juste avant cette rentrée, mais qui a duré un peu tout l'été,
où la France Insoumise s'est déchaînée contre des journalistes. D'ailleurs, avant l'été, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon a harcelé un journaliste de France Culture, Guillaume Erner, qui avait eu la maladresse de passer à une compilation de ses déclarations. Elles étaient toutes justes, elles étaient toutes vraies, mais il y en avait une qui, entre deux déclarations, peut-être prenait un autre sens. Il s'est fait, mais prendre en chasse, parce qu'il faut bien appeler la meute, parce que c'est le mot. Jean-Luc Mélenchon, qui tweetait tous les jours contre lui pour demander sa tête. Il n'y avait que l'extrême droite qui faisait ça jusqu'à présent. On n'a jamais eu des campagnes aussi ciblées, aussi durables, pour faire taire des journalistes critiques de la part de formations politiques. Ça aussi, ça dit quelque chose du rapport au contre-pouvoir. Quand ils sont dans l'opposition. Donc vous imaginez ce que ça donne quand ils sont au pouvoir. Heureusement, dans le cas des LFI, contrairement à ce qu'ils pensent, ils en sont loin. Frédéric Aziza a été harcelé tout l'été. Là aussi, c'est un journaliste critique, effectivement, envers LFI, mais enfin, il y a 2-3 raisons de l'être. A été harcelé tout l'été. Pourquoi ? Pour ses articles dans le Canard enchaîné sur Bali Bagayoko. Et pour une révélation qui devrait intéresser tous les citoyens et tous les contribuables, à savoir que Bali Bagayoko, a cumulé très tranquillement ses fonctions d'élu local avec un salaire pour un emploi que l'on soupçonne très peu occupé, quasi fictif, à la RATP. Ce sont des soupçons, voilà. Lui, ce sont des soupçons. Ouverture d'une information. Qui valait un petit salaire autour de 6 000 € par mois supplémentaire à ses activités politiques et qui a valu quand même équivaut l'ouverture d'une enquête. Donc on saura. Et on va attendre la justice. Si c'était justifié, mais en tout cas, tout le monde est d'accord, tout le monde qui n'est pas justement dans un esprit partisan devrait être d'accord sur le fait de dire que c'est un fait qui mérite d'être examiné par un journaliste et qui ne mérite pas en retour d'harceler un journaliste. Mais je vais vous dire, c'est pas fini, parce que quand je vous disais que cette année, elle va être longue, ça va être comme ça toute l'année. Tout journaliste qui critiquera LFI sera pris en chasse par la meute. Et là aussi, Jean-Luc Mélenchon ne le cache pas. Dernier extrait, je voudrais vous le faire écouter au micro de Frédéric Lordon, son ami Frédéric Lordon, où il s'est un peu lâché. On connaît déjà les programmes de LFI sur la rééducation des médias. On sait sa fascination pour Chavez, Maduro, et on sait que LFI au pouvoir, ce serait le Venezuela, et on sait que sur la liberté de la presse, il faudra se battre. Mais là, carrément, il donne le mode d'emploi, et les menaces, elles sont assez claires. On va l'écouter. Il y a 5 ans, je vous aurais parlé de ça et je vous aurais dit ceci. Ne le dites pas. Avancez masqué. Vous êtes entièrement légitime à ça. Quand on a des adversaires comme ça, il faut avancer masqué. Le mensonge est légitime. Moi, je sais ce qu'il y a dans notre programme et ce qu'on voudrait faire. Et alors, c'est pas là que je vais dire, comme vous m'y avez invité, que je vais mentir. Je ne vais pas leur dire non, je ne vous ferai rien. Je vais leur dire, vous n'avez pas idée de ce qu'on va vous faire. Ça dépasse votre entendement. Vous n'avez pas idée de ce qu'on va vous faire, ça dépasse votre entendement. Bah écoutez, ça s'appelle une menace. Eh bien, tant pis, Nous, notre métier, c'est de continuer à dire, de continuer à montrer, et puis on sera là pour dénoncer, pour voir. Et puis, si un jour on n'est plus dans une démocratie, l'essentiel, c'est que les gens, avant de voter pour des formations populistes qui, quand on gratte, en fait, ne cachent pas tellement qui ils seraient si on leur donnait tous les pouvoirs, il suffit de regarder comment ils se comportent envers les contre-pouvoirs, au moins avant, il faut essayer, le plus possible, de gratter et de ne pas se contenter de la surface, de ne pas se contenter des sourires d'apparence, des meetings d'apparence. C'est le cas pour les frères musulmans qui vous disent une chose en plateau de télé et autre chose quand ils sont devant leurs troupes. C'est le cas aussi pour les formations politiques populistes. Ça demande un énorme effort journalistique et donc c'est ce qu'on se disait, l'année va être très très longue. Et vous auriez pu évoquer aussi la présence très clair de Raphaël Arnaud, le député Raphaël Arnaud, dont on sait que des collaborateurs ont été associés à la bagarre, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut, au décès de Quentin Derenc à Lyon, c'était en juin ou mai, je ne sais plus. Et on aurait pu parler des menaces de Louis Boyard contre la police, de Assa Traoré contre la police, c'est-à-dire qu'en fait, toute personnalité de ces universités d'été étaient des personnalités qui ont défié ce qu'on appelle l'ordre républicain. Or, l'ordre républicain, c'est pas fait pour nous opprimer, c'est fait pour nous protéger.